Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevege, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries afro. Previously, lors des précédentes rooms, nous avions reçu l'universitaire Maboula Soumaoro à propos du film Blood Brother avec Mohamed Ali et Malcolm X. Nous avons débattu lors d'une autre room à propos de l'influence de Menace to Society sur les banlieues françaises. Et dernièrement, on a évoqué le cas d'Idriss Elba dans une room consacrée à The Harder They Fall. Ce soir, dans le Ciné Club Afro, nous allons discuter de Passing ou Clair Obscur en version française, un film de Rebecca Hall sorti en 2021. Je suis Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mevege, journaliste et critique ciné. Bonsoir tout le monde, bonsoir Samba. Alors, je préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Donc au sommaire, on va avoir la présentation du film et du contexte de sa sortie. Ensuite, vous pourrez monter, partager votre analyse du film, nous expliquer pourquoi vous aimez ou détestez ce film. Et ensuite, le grand débat du jour. Donc, est-ce qu'il y a un privilège latino au cinéma ? Et on terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Alors, Clair Obscur, en fait, l'action se déroule dans les années 1920 à New York, plus précisément à Harlem, j'ai envie de dire. On a Irene Redfield, une jeune femme noire de la classe moyenne qui est incarnée par Tessa Thompson, qui fait la rencontre inopinée de Clary Bellew, qui est jouée par Ruth Negga, et qui est une amie d'enfance. Et en fait, elle découvre que Clary elle a passé la ligne de la couleur, c'est-à-dire que elle se fait passer pour blanche et son mari blanc ne sait pas qu'elle est à moitié noire, ou en tout cas qu'elle peut être considérée comme noire avec la One Drop Rule. Clary décide de retourner vivre chez les Noirs, et donc on suit ça avec une histoire un peu dramatique. Essimi, est-ce que tu peux nous donner plus d'éléments de contexte concernant ce film ? Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que depuis 40 ans, il y a eu très peu de films mettant en scène des Afro-Américains dans les années 20. En pleine période, alors les années 20, c'est la pleine période de Harlem Renaissance. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Harlem Renaissance, c'est un mouvement de renouveau de la culture afro-américaine dans l'entre-deux-guerres qui concernait la littérature, la musique et les arts plastiques. Donc voilà, hormis Clair Obscur, il y a eu 2 films en 40 ans sur cette période. Le premier, c'est la comédie Les Nuits de Harlem de Eddie Murphy, sortie en 1989. Et le deuxième, c'est Les Seigneurs de Harlem de Bill Duke, sorti en 1997 avec Laurence Fishburne et Cicely Tyson. Ce qu'on peut dire aussi que entre la comédie d'Eddie Murphy et le drame de Les Seigneurs de Harlem, ça se passait toujours dans le milieu du gangstérisme, quoi. Alors que Clair Obscur aborde les années 20 sous le prisme du colorisme et du racisme. C'est un projet que portait la réalisatrice Rebecca Hall depuis 15 ans. C'est une adaptation du roman Passing de Nella Larsen. En fait, elle a découvert que son grand-père, un Américain d'origine africaine, se faisait passer pour un blanc, et c'est pour ça qu'elle a eu l'idée de faire ce film. Voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur Clair Obscur de Rebecca Hall. Tu veux que je donne aussi mon point de vue avant de... Allons-y. Donc, T'es voilà, bien lancé. Donc merci, Samba, merci. Clair Obscur respecte les codes du cinéma des années 20 avec essentiellement des plans fixes. On a une caméra qui bouge très peu de son axe. La réalisation est soignée et la mise en scène élégante. Au niveau des dialogues, on n'est pas sur quelque chose de frontal, contrairement au sujet, la thématique du sujet qui est très dure. Il y a beaucoup de non-dits, de faux semblants et des sous-entendus, surtout entre les 2 actrices, les 2 comédiennes, Ruth Negga et Tessa Thompson. Ce qu'on peut dire finalement, que Clair Obscur est une réflexion fine et remarquable sur l'être
et le paraître. Voilà mon point de vue sur le film Samba. Maintenant, on peut demander aux personnes de la room de donner leur avis. Et on va commencer par Bah, Céline, vu que Céline. c'est toujours elle la première arrivée. Prams. Honneur aux dames. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Ça va et Nickel. toi? Bon, la dernière ligne droite avant les fêtes. Oui, oui, ça va, merci. Exactement. Alors, passing. Écoutez, personnellement, j'étais agréablement surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Et d'ailleurs, je l'ai revu une deuxième fois parce que je pensais que j'avais effectivement pas tout vu la première fois parce que c'est pas un ovni ce film. Moi, je l'ai pris comme ça. Hein. Ah, carrément. Enfin, alors, je vais pas dire que non, je vais dire que c'était un ovni parce que je m'y attendais pas. D'accord. J'ai trouvé que ça ressemblait plutôt à un film européen plus que ce qu'on voit d'habitude dans les films américains. Le fait d'avoir effectivement déjà ce côté noir et blanc, mais en plus cette lenteur dans, dans le film constante. En fait, il y a pas de super action, ça va pas vite, il y a pas de dialogue avec des chutes, il n'y a pas de comédie, on n'est pas là pour faire rire. Et effectivement, comme tu disais, c'est vraiment dans le ressenti, euh, dans l'interprétation, parce que je pense qu'en plus de ça, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes à l'interprétation. Donc j'ai trouvé que il y avait pas enfin, même la fin, elle est ouverte à l'interprétation. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment ouais, un ovni par rapport à ce qu'on s'attend des films américains. Et c'est pour ça que je ferais vraiment ce parallèle, ça peut-être à les films européens. Alors, je me suis posé la question si ça c'était basé sur. Donc, t'as répondu, mais initialement, je me suis demandé si c'était basé sur un roman. Euh, euh, donc, voilà. Donc, personnellement, moi, j'ai aimé, parce que, c'est le, le- c'est, le sujet, c'est vraiment la dynamique. euh, Enfin, le personnage principal, c'est une femme, mais c'est aussi sa dynamique en fonction des personnes avec qui elle interagit est différente. Donc ça aussi, j'ai trouvé Mhm. ça super intéressant. C'est-à-dire que euh, quand elle interagit avec son mari, c'est différent que quand elle interagit avec Claire, mais quand elle interagit aussi avec le mari de Claire, pardon, le mari de, je sais plus qui est Claire, qui est René. Euh, Claire, c'est Ruth Nega et, euh, et donc voilà. Irène, c'est Tessa Thompson. Voilà, donc avec Renée, quand elle René. interagit, moi, c'est différent. Quand elle interagit avec l'auteur blanc qui est Wentworth, elle est encore différente. Donc j'ai trouvé hyper surprenante parce qu'elle n'avait pas juste un angle en fait. Quand on pensait qu'elle était faible, elle n'était pas si faible que ça. Mhm. Quand elle avait des réactions, donc elle était hyper humaine, Mhm. hyper complexe. Du coup, on n'avait pas, enfin, on pouvait pas avoir juste un avis. C'était pas un manichéen comme film. C'est-à-dire que Exactement. on regardait ça et puis en même temps, on se disait, mais peut-être que ça va dans ce sens-là. Mais en fait, mais non, pas vraiment. Elle aime, elle la déteste. Elle admire, mais elle est jalouse d'elle. Ou est-ce qu'elle est amoureuse d'elle ou elle n'aime plus son mari. Enfin, c'était très complexe comme film en fait, hein, mine de rien. Mais c'était très léger, sans avoir de. Sans rentrer frontalement dans la thématique du sujet, Exactement. parce que c'est le passing, le racisme, les années 20, la situation des Afro-Américains pendant cette période-là. Harlem, en plus, comme je l'ai dit, on est en pleine période de Harlem Renaissance. Donc c'est tout ça en fait. Et comme tu le dis, c'est très subtil en fait. C'est très subtil. Sauf la scène, franchement, moi je l'ai pris vraiment comme une claque. Hein. La scène où elle se retrouve, c'était les premières scènes en fait, où elle rencontre le mari de René, et du coup, elle découvre que son amie se fait passer par une blanche et que son mari déteste les noirs ou les nègres, enfin on va dire ça comme ça. Mais elle aussi, elle se fait passer Et pour du une coup, et blanche du au coup, début. voilà, et du coup, alors Et moi elle j'avais est pas très compris tout de surprise suite. que Oui. Claire, que quelqu'un la reconnaisse en plus. Et ben moi, je Parce- n'avais pas compris tout de suite ça, si tu veux. Parce Ah que, oui, non mais. non, c'est quand elle l'a dit verbalement que là, j'ai compris. Mais c'est vrai que je comprenais pas pourquoi elle se cachait au tout début. Je pensais que c'était parce que elle avait honte d'être dans un univers qui n'était pas le sien. Et en fait, non. Quand elle est rentrée
donc dans l'hôtel, pour boire ce thé. Effectivement, elle s'est fait passer pour blanche et elle était toujours en train de se cacher. Et moi, je pensais Oui. parce que enfin, je connais des gens aussi comme ça, quand ils vont dans certains contextes, quand ils sont dans un contexte qui sont pas leurs codes, et ben ils sont gênés. Donc je me suis dit, elle est peut-être gênée d'être dans cet univers où il y a que des blancs et elle se cache. Non, c'est après qu'elle a dit effectivement qu'elle a verbalisé qu'effectivement elle s'est fait passer pour une blanche. Et donc du coup je me suis dit, ah c'était ça en fait. Mais Oh, ouais, elle se faisait passer pour une blanche et je pense, après c'est simplement mon interprétation, qu'elle avait peur qu'on la reconnaisse en fait, qu'on sache que c'est pas une femme blanche, que c'est une femme noire. D'où tes interrogations, Céline. Parce qu'au début, moi, on la voit aller dans un quartier chic, et après ensuite dans l'hôtel et tout en se souciant. Est-ce que on va pas découvrir ma véritable identité en fait, que je suis une femme noire. exactement, Donc voilà. exactement. Mais mais c'est très étrange parce que effectivement, c'est pas elle n'a pas les attitudes qu'on s'attendrait à voir ou qu'on a déjà vues dans le cinéma américain. Donc du coup, Exactement. je m'attendais pas du tout à ça. Et l'autre angle que moi j'ai beaucoup aimé, c'est la relation qu'elle avait avec son mari et comment ça a été démontré. Pas le fait que bon, elle sous-entend et ça on ne sait pas que On ça, sait pas. que son Ouais. ami est en relation. Ça c'est ce qu'elle pense, ce qu'elle croit décevoir, déceler pardon. Mais par contre, la dynamique qu'elle avait avec son mari sur des sujets d'éducation, notamment Et même sur le sujet du racisme et tout. Et et même sur sur le le sujet sujet du du et c'était racisme. très intéressant. C'était Hum. très intéressant. Enfin, la façon dont ils échangeaient, même s'ils n'étaient pas d'accord, ils étaient toujours très respectueux et j'ai trouvé que le ton était d'époque d'ailleurs, mais il était très juste et sans faire dans des caricatures. Donc moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très fin, très élégant. Euh, bon, je Et, peux pas dire que c'est et celui qui joue le mari de oh Tessa super, Thompson, André Holland, ouais, là, on ouais. l'a remarqué dans Moonlight de Et Barry tu vois, j'ai Jenkins. même pas fait. Pour moi, Si. c'était son rôle ce film. Vraiment, Donc, c'était. dans Ouais. Moonlight, il a été remarqué. Il est dans Oui, la oui, maintenant troisième que tu dis partie ça. de Moonlight. Ouais. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé tout le monde très juste. Voilà, c'est une histoire. Elle résonne pas comme quelque chose de vrai, mais il y a des petits passages comme ça sur les relations, sur l'interaction, sur comment on se positionne dans un monde, dans un univers qui n'est pas forcément nos codes et comment on réagit, et puis comment d'autres personnes vont tout faire pour pouvoir accéder à au pouvoir en fait. Mais c'était intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. C'était voilà, ça se regardait bien. Mais moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment cette dynamique de voilà le rôle de la femme, comment ça, elle a été son portrait dans le film, son Mhm. élégance, son ton juste et mesuré, et le fait qu'on nous laisse nous spectateurs interpréter des situations sans nous voilà, sans que ce soit caricatural, quoi. Donc c'était vraiment très intéressant de mon point de vue. Je vais laisser la main parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. Non, 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 c'était non, mais parce que c'était intéressant, Céline, pour moi. Merci Céline. Merci, Voilà. merci à toi. Alors, on a Atisso Medessou, notre grand réalisateur, scénariste, notre caution, Merci. notre caution. Merci. Non, il n'y a pas de caution. En tout cas, vous m'avez pas fait le chèque, les amis, donc je peux pas dire que je suis votre caution. Et il n'y a pas de grands réalisateurs, il n'y a pas de petits réalisateurs. Il y a juste des personnes qui cherchent à réaliser des films. Moi, j'ai bien aimé ce film. Euh, je vous rejoins complètement, Céline et Semi, sur le côté subtil, sur le côté élégant, sur le côté soigneux de la Est-ce que mise en tu peux scène. essayer de parler plus fort, Atisso, ou je sais pas, parce que tu as l'air un peu loin de ton micro? Ouais, alors je vais essayer de faire au mieux, parce que je suis Bah, pas dans fais les comme meilleures tu peux, fais conditions. comme tu peux, fais comme tu peux. Ouais, ouais, je disais que c'était une réalisation, une mise en scène soignée et élégante, comme vous l'avez souligné. Et au-delà, enfin, je te rejoins pas complètement ici sur le côté, sur le fait que le racisme n'est pas traité de manière frontale, parce que à travers les personnages secondaires, que ça soit le mari de René ou que ça soit aussi le mari de Claire, clairement chacun explique
clairement sa position en fait vis-à-vis des actes de racisme qui se passaient à l'époque, quoi. Oui, Quand le mais père, sur un par thème, exemple, part. sur un thème comme ça, à Tissot, tu vois que d'habitude, on a l'habitude d'aborder de manière frontale ce sujet-là, qui est, tout au long du film, quoi. Après, qui est par moment des dialogues entre les personnages sur cette question, ce qui est logique au vu du contexte et de la période. Mais moi, je pensais, surtout au début, avec la scène du mari de Ruth Negga, qu'on allait y aller franco, quoi. Or, c'est pas le cas, en fait, tout au long du film. Je m'attendais à un petit peu plus, un film beaucoup plus manichéen. Or, ce n'est pas le cas. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, avec moi ou pas, Tissot. Tu peux Ah, ouvrir ton micro là, je l'ai coupé à un moment intérieurement parce que ça faisait du bruit. d'accord. À Tissot, Ah, Tissot? en bas à droite. Et il connaît, Bon, il sait. bon, Bon, c'est pas grave, on reviendra vers lui tout à l'heure. Alors, on a certains Sony, d'autres l'appellent Chaka, d'autres l'appellent Cédric. Il est monté, je crois que c'est la première fois qu'il vient dans notre room. Sony, qu'est-ce que tu as pensé du film? En bas à bonsoir, droite pour voir Sony. ton micro. Ah, Allô? ouvre ton micro en bas à droite. Ah, bon, Ah, il n'a pas encore compris. Bon, on il va n'a pas passer encore compris, c'est à pas grave. Aïcha qui, elle, connaît Il très reviendra bien après. comment ça marche. Aïcha, t'as vu passer? Oui, je l'ai vu quand il est sorti. Alors, Euh, à part la photo du film qui est juste magnifique, non, pas du tout. Bon, Euh, Ah, ah, vas-y, je vais laisser Sony. Chaka, Sony, ouvre ton micro en bas à droite. non, je vais laisser Aïcha là commencer, je passe après. D'accord. Aïcha, Ok. vas-y. Ouais, du coup, j'ai pas du tout aimé le film. Sur le fond, uniquement sur la forme. Quand je parle de la forme, je parle de l'esthétique, Mhm. du choix des plans. J'avais noté quelque chose qui a été confirmé par la suite par la réalisatrice, le fait qu'elle ait pris le parti de filmer des scènes avec Claire et René quand elles sont ensemble sur le même plan et que une fois que leur relation s'effrite, on les voit que de manière solo. Mhm. Je trouve que c'est des choix hyper intelligents, hyper subtils. Mais ouais, sur le fond, j'y arrive pas. L'intrigue, leur problématique, je pense que c'est le fait que ça n'arrive pas à me toucher. Je vois au fait deux femmes en train de se battre pour leurs privilèges respectifs, pardon, et ça me rend totalement insensible. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas pu adhérer et que ce, ce film, genre, je le regarderai une fois, mais je reviendrai pas dessus au final. Voilà, j'ai essayé d'être courte. Non, mais c'est très bien. Mais tu penses pas que, par exemple, quand tu dis que les deux femmes se battent pour leurs privilèges, que justement le mari de Tessa Thompson, incarné à l'écran par André Hollande, lui ramène à la réalité, en fait, à sa condition de femme noire. Tu trouves pas que justement son mari, justement, contrebalance le fait qu'elle peut se faire passer pour une blanche comme elle a fait au début, que lui la ramène à la réalité? Alors, T'as pas... oui et non. Je pense que son mari lui rappelle son privilège dans son cercle familial et le fait qu'il est obligé d'avoir des conversations beaucoup plus dures avec ses enfants qui restent des hommes noirs, qui ne Mhm, bénéficient pas d'un passing et donc qui vont être, qui sont victimes au fait de ce système raciste, mais en mhm, même temps, ils participent à ce jeu du privilège parce que finalement, une fois que Claire arrive sur le tableau, c'est la passing, c'est la nouvelle light skin, c'est celle qu'il faut avoir, c'est un peu le trophée à avoir et ça sent. Bon, il y a aussi le fait que leur relation, je pense qu'elle était biaisée dès le départ, mais le fait que finalement ils viennent, comment dire, qui jette son dévolu pour la nouvelle light skin du Ça, quartier.
Oui, vas-y, je te laisse terminer, après je vais Oui, répondre. oui, pour moi, c'est rappeler donc du coup à ses enfants, c'est faire son rôle de père au final, tout en Mhm. participant justement à ce jeu du privilège. Et c'est pas une critique, c'est Non, non, une non, mais... critique qui se veut négative, c'est juste la réalité de la chose. Ouais. Mais ça, on peut... Je comprends ton point de vue, mais on peut pas complètement le savoir. Elle joue sur cette ambiguïté-là, la réalisatrice. Parce qu'on pourrait adhérer à ton point de vue, Aïcha, dans le sens que oui, il jette son dévolu avec sur Ruth Negga, sur Claire, mais ça, on le sait pas, on le sait pas vraiment, en fait. Puisque Oui, au début, il la sent pas, tu vois, il, il est distant avec elle, il la sent pas trop, qu'elle soit amie avec sa femme, surtout quand sa femme lui explique dans quelles conditions elles se sont rencontrées et comment elles se sont connues. Donc lui, il a une certaine réticence dans le départ. Après qu'il accepte, oui, mais est-ce que le fait qu'il accepte, ça veut dire qu'il jette son dévolu sur elle? Ça, on peut pas le savoir. moi en tout cas c'est Justement, comme ça que je l'ai elle laisse interprété. la réalisatrice, je pense qu'elle laisse plein de portes ouvertes en fait. Ouais, moi c'est comme ça en tout cas que je l'ai interprété, comme ça je l'ai perçu sur scène. Et Mhm, il y a eu plusieurs scènes où pour moi il imposait clairement Claire dans leur quotidien pour finalement des raisons qui pourraient être multiples, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu, alors que sa femme avait quand même à plus- comme elle a quand même exprimé à plusieurs reprises le fait que soit soit qu'elle n'était pas à l'aise, soit en disant un non catégorique. Et mhm, rien que ça, qu'on soit d'accord ou pas mhm, sur le pourquoi du comment, mhm. euh, pour moi, ça joue à, ça joue à, comment dire. Pour moi, il a joué le jeu de cette rivalité light-skinienne, si je puis dire. Mhm. Surtout que lui aussi, c'est un light skin aussi, hein. Mais ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est que le jeu des lumières, en fait, de la réalisatrice, malgré le noir et blanc, on a l'impression que au début, quand elles se parlent, Claire et Irène, il y a vachement de lumière, tu vois, pour montrer qu'elles se faisaient passer pour des blanches. Elles sont très éclairées, et quand elles sont de retour enfin, quand Irène rentre chez elle avec son mari, et que Claire s'introduit un peu dans la communauté noire parce qu'elle vient de Chicago, elle côtoie pas le milieu de Harlem afro-américain. On a l'impression que il y a moins de lumière en fait, et on accentue plutôt sur le côté noir en fait, la négritude des personnages. Je sais pas si tu as remarqué ça, Aïcha, ou je sais pas si quelqu'un dans la room a remarqué ça, ce jeu de lumière là dans le Ah film. oui, mais de toute façon, c'était totalement nécessaire parce que Hum. fallait Je tirer veux bien par en parler après. bénéfice du noir et blanc. Ouais, désolée Sony, je vais finir Non, sur non, non, ça. vas-y, finis ton propos, Aïcha, et Sony, tu prends la parole après, vas-y. Ouais, On n'a c'est pas pour ça bien que je parlais de la entendu. photographie aussi qui était Hum, extraordinaire. De toute façon, fallait tirer parti du noir et blanc. Si ce film n'avait pas été justement en noir et blanc avec ce jeu des lumières, je pense même pas que le passing aurait été crédible au fait. exactement. Quand on voit l'incarnation de Hum, déjà des actrices principales et même de tout le cast. Et je trouve hum. que c'était très intelligent. Alors, Ok. Sony, Oui, Samba. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, Alors, bonsoir Sony. Bonsoir qu'as-tu à pensé de tous ce et film? bonsoir à tous. Oui, On t'écoute Sony. je voulais rebondir sur le, l'utilisation de la photographie, de la lumière qui, moi, m'a bluffé parce que justement, il faut se rappeler de l'affiche Mhm, euh, qui illustre le clair-obscur. Et le truc qui est formidable, c'est que le film, il est en noir et blanc. Et ce choix esthétique est totalement pertinent pour nous faire comprendre le paradoxe dans lequel sont plongés les personnages. Et il y a un truc qui m'a frappé dès le début et qui m'a donné envie de poursuivre la vision de ce film, c'est que le personnage j'ai oublié son nom, Tessa l'actrice qui joue Thompson, dans, Ruth ouais, Tessa Negga Thompson, ouais, et Irène, celle qui joue Irène. Irène, ouais. En fait, Ouais. quand elle est dans son milieu dit
dans son environnement naturel, on, Mhm. on, on nous rappelle c'est une femme noire, en fait. Mhm. Parce que l'éclairage le dit, les choix d'angle de caméra le renforcent cette idée, et c'est brillant d'avoir eu on va dire, ce procédé technique pour Mhm. raconter narrativement l'enjeu dramatique. C'est Mhm. hyper puissant. Et l'autre chose aussi il y a une scène par exemple qui montre très bien le paradoxe, c'est qu'on a l'impression que par moment ce personnage, elle est malgré tout fière d'être noire, mais c'est comme si, c'est comme s'il y a une part, il y a une part d'elle qui se dit, ma vie aurait été plus facile si j'avais été blanche. Et la séquence qui le montre bien, c'est la nuit. Je sais pas si vous vous rappelez au début du film, il y a un moment, elle dort avec son mari, elle se Mhm. réveille, son mari se prépare, et il y a un élément de décor qui nous dit un truc frappant, c'est que son mari se prépare en regardant le miroir, Mhm. elle le regarde, parce qu'en fait, son mari, il lui renvoie euh, constamment que c'est une femme noire, parce qu'elle est... Exactement. Mhm. Et, et le miroir, elle le regarde jamais. Et elle passe devant, et parce j'ai l'impression qu'elle ne veut pas être confrontée frontalement à cette image de sa propre personne. Et qui fait, et d'ailleurs, ce passage-là fait formidablement écho au début du film, où avec son chapeau, elle veut se présenter comme une femme distinguée, euh, Blanche. potentiellement blanche, mais qui doit faire attention de pas se faire repérer. Et le Exactement. moment où elle se fait repérer par le personnage de Claire, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouais, le personnage de Claire, c'est Ouais. Le Claire qui la personnage remarque en de fait. Claire, au niveau du découpage, c'est qu'au moment où elle est révélée, il fait le choix dans la mise en scène de faire on va dire, Un chant d'utiliser un contre procédé chant avec des un regards, par les regards en fait. totalement plein axe. Mm. Et le fait que ce soit totalement plein axe, on est de son point de vue et on voit le côté déroutant parce que la règle des 180 degrés n'est pas respectée. Exactement. Parce que là, ses réflexes, elle les perd parce que, oh là, mais en fait, là, la mise en scène est en train de nous dire, j'ai été repéré. Il y a quelqu'un qui a vu que j'étais noir, en fait. Mm. Et cette personne qui a vu que j'étais noir, bah, c'est mon amie qui, elle aussi, se dissimule, mais se dissimule encore mieux que moi, puisque elle n'utilise pas tous ces artifices. Et elle l'assume totalement en fait. Et c'est ça, c'est Alors ça. que Irène, dès le départ, comme tu le dis, elle se cache, elle veut pas se faire opérer. Claire, C'est, elle l'assume totalement, ce jeu du passing en fait. ah, ça, c'est, ouais, et ça, c'est, moi, j'ai trouvé ça vraiment brillant parce que vous avez parlé de privilèges et, son mari, par exemple, au niveau de l'éducation des enfants, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il lui rappelle que dans ce quartier d'Harlem qui est en train parce que c'est le Harlem, on va pas dire chic, mais qui est en train de se développer et d'avoir une forme très légère de progressisme, on est bien loti, en fait. Et Et on est. malgré ça, de, de, de son positionnement sociologique et sociétal, Mhm. elle est pas satisfaite. Et c'est encore paradoxal parce que son ami lui rappelle, mais en fait, t'es bien. C'est ça qui est vraiment compliqué. Merci, Ouais. merci Sony. Alors, est-ce que Atisso est parmi nous? Ah, Atisso est parmi nous? Non, je pense qu'il doit toujours avoir des Ah, soucis. lui, il Il y doit a avoir des Céline qui soucis. veut dire. Non, non, je Ah, suis là, je suis là. ok. Bah, vas-y Vous alors, parce que m'entendez? t'as pas pu t'exprimer. Ouais. Euh, je disais, ouais, enfin, je rejoins tout le monde par rapport à la photographie, par rapport à la mise en scène soignée qui a été faite là sur ce film. Ce que j'ai particulièrement apprécié, moi, c'est aussi l'ambiguïté qu'il y a en fait par rapport à l'évolution du personnage. Euh, Au-delà d'être juste dans une logique de s'imaginer être une autre personne, euh, je crois qu'il y a une histoire d'amour aussi derrière entre ces deux femmes-là, à demi-teinte, qui est présentée, qui est proposée. Et, et moi, c'est le propos du film
que je dégagerais peut-être de l'idée juste entre noir et blanc, ou noir ou blanc en vérité. Je crois que un des propos du film qui est vraiment puissant et pour le coup universel, c'est notre place dans le monde, notre place dans la société, notre place au sein de notre famille ou auprès des autres. Et l'ouverture du film, alors je ne sais pas si vous l'avez tous remarqué, c'est des pieds. C'est deux femmes blanches qui marchent, qui vont dans une boutique avant qu'on découvre l'un des personnages principaux. Effectivement. La fin du film, sans la dévoiler nécessairement, c'est une question d'humanité. Et une des manières, en fait, donc, de montrer l'humanité pour un homme, c'est de lui rappeler sa mortalité, en fait. Et ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est que dans ce film-là, le plus difficile, en fait, dans la vie, c'est de trouver sa place. Et quand on la trouve, il faut faire en sorte de ne pas avoir un caillou dans sa chaussure, en fait. Et moi, c'est une des philosophies, en fait, que j'ai trouvé dans ce film-là, que je trouvais intéressante. Et au-delà du privilège, quoi, entre vouloir être blanc ou être noir, ou s'assumer comme on est, c'est d'être vraiment en phase avec qui on est à tout instant, ou en tout cas de se rapprocher de qui on est véritablement, quoi. D'accord. Et moi, j'ai une question pour toi, Tissot, sur le plan technique. Je sais pas si tu as remarqué que, comme je l'ai dit en introduction, qu'elle utilise les mêmes codes que le cinéma des années 20. Tu vois que c'est beaucoup de plans fixes, parce qu'elle n'utilise pas la manière de filmer des longs travelling, ou elle aurait pu utiliser un drone ou non, elle reste vraiment sur des plans fixes, la caméra qui bouge très peu de son axe. Vraiment comme si tu regardais un film des années 20 aujourd'hui, mais avec une qualité de lumière, de mise en scène un petit peu mieux. Mais elle est restée toujours dans ce cadre-là. Je sais pas si tu as remarqué ça ou pas. Oui, si, dans le découpage technique, oui, c'est quelque chose de très soigné, de très élégant. Et par rapport au noir et blanc, c'est pour ça que c'est assez plaisant, en fait, de voir ce type de film. Ce qui est intéressant, en fait, quand on utilise du noir et blanc, c'est les nuances de gris, en vérité. Ouais, et elle joue là-dessus. Et c'est juste, enfin voilà, parce que je sais plus qui est-ce qui était intervenu sur le fait que ce serait plus crédible, en fait, donc d'être en noir et blanc. C'est Aïcha. Quand on est réalisateur, quand on est réalisatrice, quand on utilise donc un tournage en noir et blanc, et on peut très bien en fait penser tourner en couleur, mais c'est sur les nuances de gris en fait sur lesquelles on joue. C'est-à-dire que nos comédiens ou les comédiennes en fait, on peut les habiller en fait donc de différentes matières, de différents vêtements avec des couleurs très fortes, mais on sait en fait qu'au moment donc du télécinéma ou en tout cas de l'étalonnage, on sait qu'on va pouvoir en fait jouer sur les nuances de gris. J'ajouterai un dernier truc pour faire part de l'intelligence aussi de la production ou de la mise en scène. Le mari de Claire, c'est un comédien qui a joué récemment un des Tarzan, le dernier Tarzan. Et ça, j'ai trouvé ça très intelligent. Le producteur, ou l'un des producteurs, c'est Forest Whitaker aussi. Forest Whitaker. Il y a une vraie exigence artistique à la fois sur le casting et sur le propos du film, en fait. Voilà. Alors, celui qui joue le mari de Claire, c'est le comédien qui s'appelle Alexander Skarsgård. C'est celui dont tu cites qui a joué quoi, Tarzan, c'est ce que tu viens de dire? Ouais, il a fait un des derniers Tarzan. L'un des derniers Tarzan. Moi, je trouvais ça amusant. Il a fait aussi, il était dans la série True Blood aussi. Voilà, c'était un des vampires. C'est un très très bon comédien. Il y a un truc à souligner sur la réalisatrice. Vas-y, on t'écoute, Sonny, si tu veux rajouter quelque chose. Parce que j'ai découvert un truc sur la réalisatrice qui est en fait une actrice, c'est Rebecca Hall. Et en fait, le truc qui m'a marqué d'après mes recherches, c'est que j'ai découvert que Rebecca Hall avait une maman métisse. Oui, c'est ce que j'ai dit en introduction. Elle a un grand-père américain d'origine africaine qui se faisait passer pour un blanc. Et c'est ça, quand elle a découvert ça, à travers cette histoire. Ouais, qu'elle a voulu adapter le livre Passing
de Nella Larsen. Donc voilà. Ouais, et puis, ce que soulève Atisso est très intéressant parce que le fait de se chercher, de trouver sa place pour ce personnage-là, pour le personnage principal, c'est constamment en question sur plein d'enjeux en fait. Sa sexualité, ses désirs ses désirs de vie, de choix, notamment quand elle est dans la voiture où c'est une femme où on sent qu'elle a des désirs d'indépendance. D'ailleurs, c'est pas à hasard si elle conduit le véhicule. Et il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est quand, par exemple, elle évoque l'idée de oui, je sais que tu as envie qu'on aille vivre ailleurs. Et dans ce Ouais. vivre ailleurs, elle fait des propositions. Donc c'est une femme, ça parle aussi de notre époque contemporaine. Ça fait quoi notre époque où aujourd'hui la place de la femme a beaucoup évolué et cette femme-là qui est très distinguée avait cet atout-là et malgré qu'elle avait cet atout-là, c'était malgré tout difficile pour elle de se trouver et de savoir concrètement qui elle pouvait devenir et qui elle voulait être. Merci Sony. Céline, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe au débat? Oui, je voulais juste aussi dire, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais moi, c'est l'effet que ça m'a fait. À un moment, cette maison-là, j'ai senti qu'elle était en prison, comme ce côté un peu claustrophobique en fait. Et du coup, elle est tout le temps en train de vouloir changer les draps, faire à manger, un peu en mode Stepford Wife, mais on sent qu'elle veut sortir de ça, mais elle est engluée dans cette maison, dans le présent. Et d'ailleurs, son mari lui dit, mais il faut qu'on parte d'ici, il veut sortir. Mais elle n'y arrive pas, elle est comme prisonnière de ça. Et c'est un peu Ouais. comme... C'est un peu comme, enfin, et à l'opposé, Claire, c'est tout à fait l'opposé. C'est-à-dire qu'elle, elle est libre dans ses choix, elle est un peu, voilà, c'est pas conforme. Et c'est un peu vraiment, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'elle est, où tout est plus ou moins régi, tout est plus ou moins carré, et même dans l'endroit où elle vit, elle est en prison, elle n'arrive pas à sortir de là, elle est engluée. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que la dernière scène, c'était un moyen de, 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 de- de libérer un peu tout ça, quoi. Libérer cet état de prison, quoi. Et du coup, elle est, enfin, toute la pression retombe et elle s'ouvre en fait. C'est comme ça moi, c'est comme ça que j'interprète. Mais après, comme Oui, vous il y a voulez. différentes interprétations. Chacun peut avoir, c'est ce qui est intéressant dans le film, c'est que chacun peut avoir sa propre interprétation. En fait. Elle nous ouvre des portes et c'est ça qui est très intéressant. Alors, si vous n'avez pas autre chose à ajouter, on va peut-être passer au débat, parce que ça fait un petit moment que l'horloge tourne. Tu veux déjà ajouter quelque chose, Sony? Juste pour rapidement rebondir sur ce qu'évoque Céline, l'idée de la prison est aussi renforcée par ce choix assez qui peut paraître un peu incongru j'ai l'impression qu'on est en 4 tiers. Ouais, c'est du 4 tiers. Et ça nous renvoie à une idée de barreau, en fait, tout au long du film. L'enfermement est constant. Et ce qu'évoque Céline, je pense que même les choix de lieux et de décors qui sont choisis sont là pour illustrer cet enfermement qui est Ok, merci de ton point de vue, Sony. Samba. Merci. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. C'est vrai que ce film-là, je pourrais le regarder peut-être. Je le regarderai pas beaucoup de fois parce que c'est vrai que, comme disait Aïcha, enfin, moi, c'est vrai que sur l'histoire, c'est un peu mou. Alors, tout est beaucoup dans les émotions.
Donc, je pense qu'il faut être quand même avoir pas mal de sensibilité pour regarder ce T'en as film-là. pas, c'est ça? Ce que tu veux Ouais, nous ça dire, c'est que t'en as dépend. pas. Non, mais c'est vrai que j'ai vraiment senti j'ai l'impression qu'en plus, j'ai envie de dire que c'est très féminin, qu'on est vraiment sur la sensibilité des femmes sur ces questions de couleur. Parce que je pense que c'est un truc auquel les hommes souffrent moins de cette problématique-là. Et donc on est vraiment, faut être open à ça. Et c'est beaucoup de souffrance silencieuse. Après, ouais, sur le noir et blanc, moi, ce qui m'a un peu perturbé, c'est vrai, c'est sur le côté où j'ai eu du mal à intégrer le passing de Tessa Thompson. Alors, est-ce que c'est parce que je la connais trop ou en fait c'est parce que le noir et blanc il fait sortir les traits et du coup moi j'ai du mal quand je vois ces traits à elle, voire même à celle de Rutnega. Moi limite c'est quand j'ai été voir sa photo en vrai à Rutnega, c'est là que je me suis dit ah oui si c'est vrai qu'elle fait blanche. Et peut-être qu'en couleur, peut-être qu'elle serait même mieux passée en blanche. Donc j'ai eu un peu de mal à ce niveau-là, mais en même temps, c'est un film qui se regarde presque comme une pièce de théâtre. Hein. Faut un peu laisser l'imagination prendre, enfin mettre la subjectivité, accepter la subjectivité pour pouvoir bien croire. Et ouais, non, je pense que c'est un bon film. Je dirais pas que c'est un grand film. Je pense que c'est un truc un peu de spécialiste quand même. Mais c'est du cinéma d'auteur. Voilà, mais je le recommanderais quand même parce que je pense quand même que c'est une proposition à regarder et c'est pas souvent qu'on donne des propositions de ce type-là sur Netflix, quoi. Juste à rajouter quelque chose avant qu'on passe au débat, Samba, c'est que la musique est signée Devonte Hines. Alors pour ceux qui le connaissent pas, c'est un artiste de 36 ans, un Afro-américain qui utilise aussi un autre pseudo, Blood Orange. Je vous conseille d'écouter ses albums qui sont magnifiques. C'est vraiment de la pop. Ses albums, c'est pop funk des années 80. Il a travaillé notamment avec Solange. Quand vous écoutez les albums, la musique de Solange, c'est lui qu'on a produit pas mal. Donc voilà, c'est Devonte Hines. Il avait déjà signé la musique du film Queen and Slim de Melina Matsoukas. Merci Essimi. Alors on va passer donc au débat du jour. Y a-t-il un privilège light skin au cinéma? Essimi, tu peux nous poser les termes du débat? En fait, c'est une question qui se pose dans l'industrie du divertissement et particulièrement dans le cinéma depuis un bon moment. Depuis que les Noirs ont accès au cinéma, à Hollywood, à cette industrie du divertissement. Et la question, c'est les Noirs qui ont la peau claire, métisse principalement, sont-ils plus avantagés que les Noirs qui ont la peau foncée? Un sentiment que beaucoup de gens peuvent avoir si on compare cette industrie du divertissement à l'industrie de la mode, à la publicité et même à la musique via les clips vidéo. Mais ce n'est qu'un ressenti, car dans les faits, concernant le cinéma, quand on analyse ces 40 dernières années et même au-delà, ce n'est pas tout à fait le cas, mais bon, je suis prêt à débattre, à ouvrir le débat sur cette question, parce que pour moi, les faits sont là, et comme on dit, hein, les chiffres sont têtus. Tous les faits et les chiffres démontrent le contraire. Mais bon, moi, je suis prêt à débattre. T'es prêt pour la bagarre. Je suis prêt à débattre de ce sujet-là. Et j'aimerais bien avoir les avis et ceux même qui sont dans la room. Hein, ouais, il y a du monde. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui a envie de réagir. N'hésitez pas à lever la main pour donner votre point de vue. Alors déjà dans le stage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de donner son avis? Moi juste, est-ce que tu peux répéter la problématique parce que j'ai vraiment beaucoup de mal. La problématique, c'est est-ce que en fait être une femme light skin, ou en fait en tout cas noire à la peau plutôt claire, est-ce que c'est un avantage plutôt métisse dans l'industrie, voilà, pour dans le monde du cinéma aujourd'hui? Est-ce que c'est un privilège par rapport aux acteurs, aux actrices qui ont la peau plus foncée? Parce que c'est quand même quelque chose d'avéré
que de manière générale, les femmes à peau claire sont avantagées dans la vie, dans plein de domaines. Mais est-ce que dans le cinéma, c'est quelque chose qui se vérifie? Voilà. Alors, moi, je parlerai de mon ressenti. J'ai pas de chiffres, je sais pas. En tout cas, il est clair qu'il y a eu une évolution. Euh, euh, Parce que quand la représentation qu'on avait de mon époque, il y a 20 ans, des Noirs, c'était des Noirs qui quand même, étaient assez clairs. Alors, il y avait quelques personnes de foncées, euh, Mhm. et ça a été un peu dit dans le film où c'était un peu le mythe de la peau très très noire, type Grace Jones et compagnie. Mais sinon, les Noirs qui étaient représentés, c'était souvent des femmes, enfin, alors, si on parle des femmes, en tout cas des femmes claires, métissées. Ça, il est vrai. Mais ce n'est plus, je dirais, c'est plus ce qu'on voit. Alors maintenant, je pense qu'il y a une grande diversité des couleurs et des formes, parce que maintenant on voit des femmes aussi, pas forcément, c'est pas comment dire, des formes de femmes blanches qui ressemblent à des noirs, c'est plutôt voilà, des femmes noires, quoi, donc avec les formes qui vont avec. Donc je pense que ça a évolué si on se positionne il y a 20 ans. Euh, alors, en France, c'est pas encore réellement le cas. Maintenant, sur le cinéma américain, on voit vraiment l'évolution, hein. Il y a pas de doute. Mais, euh, mais bon, je suis pas spécialiste dans le domaine, donc je préfère laisser la place à ceux qui évoluent dans l'univers. Ok, je te répondrai, mais je préfère que tout le monde s'exprime. Donc, elle était revenue. Oui, n'hésitez pas à lever la main pour venir vous exprimer sur cette question-là. C'est un sujet très intéressant. J'ai un avis aussi. Vas-y, tu peux le donner. Après, Aïcha, ça serait aussi intéressant d'avoir ton avis, ton point de vue, et D'accord. Atisso aussi. Et d'autres, hein. Euh, N'hésitez pas à lever la main et venir discuter avec nous. ouais, ça serait bien que les gens qui sont là, avoir un panel large Ouais, pour qu'on voit exactement. à peu Ce près serait intéressant d'avoir. comment on perçoit la chose. Parce que c'est une question qui est super intéressante. Mais déjà, moi, il y a un truc que j'ai remarqué à titre personnel. Euh, j'ai l'impression déjà que ça bouge plus vite pour les hommes noirs que pour les femmes noires foncées. C'est-à-dire que l'industrie a plus de facilité à mettre en lumière des hommes de couleur foncée, au même titre que les hommes noirs qui sont clairs, alors que chez les femmes, comme ça, une actrice comme Viola Davis, c'est hyper importante parce que son éclosion a permis d'élargir un peu le paradigme de l'idée qu'on pouvait se faire de la femme noire, parce que on s'en rend même pas compte, hein, mais chez chez le spectateur, on va dire blanc, Mhm. euh, ça fait un effet où c'est vrai que on n'en voit pas beaucoup des femmes noires foncées. Moi, j'ai une amie comme ça qui un jour m'a dit, j'avoue, Viola Davis, ça fait du bien de voir une actrice comme elle. Parce que les femmes noires, elle me l'a dit sans complexe, hein, c'est toujours des meufs très jolies, claires, comme si elle était en train de me dire que on peut pas avoir de femmes noires foncées très jolies et en plus, on va dire qu'elle a associé ça à une forme de sexualisation et de exotisme un peu négrophile qui posait problème en fait, mais qui est, je pense, qui est clairement conscientisé par Hollywood. D'ailleurs, il y a un film qui le montre très bien, c'est que Black Panther de Ryan Coogler, on sent que le mec s'est dit non mais il faut qu'on représente tout le monde parce que l'afro c'est différents termes. Il y a pas de métis hein, dans Black Panther. Ouais, mais justement, moi je pense qu'il a fait un effort de se dire, il faut qu'il y ait des Africains, enfin même si c'est des Américains pour la plupart, mais il faut des Non, Africains c'est un clairs. casting de la diaspora noire, il y a de tout. Ouais, et voilà, il y a de tout. Et j'ai trouvé ça, on va pas dire courageux, c'est un gros, mais on va dire consciencieux de sa part. Mhm. Là où, franchement, je sais pas pour vous, mais vous regardez même les shows américains de séries et de sitcoms dans la représentation.
les castings et les femmes étaient, on va dire, majoritairement des actrices claires. Et il y avait très peu d'actrices femmes noires un peu plus Ouais, mature. je suis d'accord avec toi. En plus, enfin, moi, c'est vrai que moi, mes souvenirs, c'est plus vers les séries. Et c'est vrai que quand on se souvient de La Vie de famille, là, Steve Urkel, des séries comme Moesha ou Sister Sister, même Oh, même Moesha, il y d'autres. a des femmes noires dans Moesha, tu Ouais, vas pas dire mais que Brandy, c'est c'était une quand light même, skin. Tu vas pas dire ouais, ça. mais c'était quand même des femmes, je trouve plus claires. Moi, tu sais, quand j'étais Ah, mais plus on est jeune, je toujours pensais le que plus. Tu sais, tu sais, oui, Samba, bien on est sûr, toujours le plus clair de on est le quelqu'un. plus clair de quelqu'un, c'est vrai. Mais je pensais que moi, je Hein. pensais qu'aux États-Unis, ils étaient tous teint marron, brown, voire clair, et qu'il n'y avait pas, il y avait pas de gens noirs foncés, quoi. Je pensais que ça existait même pas aux États-Unis. Quand j'en voyais un, j'étais à chaque fois surpris dans les films. Alors que et c'est après que j'ai compris que c'était aussi un miroir déformant qu'on a avec le cinéma et la télévision. Et je pense que sur ce débat, il y a peut-être une nuance qu'il faut peut-être introduire, c'est le dark scene en fait, c'est-à-dire vraiment le teint foncé, alors que parce que si ça dépend comment on qualifie le niveau de négritude entre guillemets des comédiens, parce que là c'est peut-être on va peut-être avoir plus de difficultés si on parle des femmes qui sont très noires, qui moi je trouve j'ai l'impression qu'elles sont on en voit que très récemment là dans le cinéma américain. Moi de souvenirs là je pense à Gabouré Sidibé, donc dans Precious. Puis on a eu comment elle s'appelle Lupita, Viola Davis. Mais voilà, je trouve qu'en fait vraiment les dark skins sont arrivés très tard dans le cinéma, vraiment de manière visible, quoi. Ouais. Non, t'es pas d'accord? Quand on parle de light skin, on pense surtout plus aux filles métissées, quoi. Les filles métisses, en fait. Et qui se rapprochent plus des certaines catégories de femmes latino, en fait. Donc Mais, c'est surtout ça. Sinon, comme je l'ai dit, on est toujours le plus clair de peau de quelqu'un. Hein. Simi, moi Donc voilà. j'avais une petite remarque par rapport à ce que vient de dire Samba. Si tu prends par exemple les sitcoms de la fin des années 80, les séries des années 90, tu peux regarder, hein, la plupart des femmes light skin sont toujours des femmes distinguées. C'est-à-dire que on va dire, le Hollywood a créé une forme de archétype ou stéréotype de la représentation de la femme claire. C'est hyper dérangeant. On prend la sœur dans Cosby Show. On prend la tante dans La Vie de famille. On prend, comment elle s'appelle? La Hilary dans Le Prince de Bel-Air. On prend la compagne de Benton dans, comment elle s'appelle, Urgence. Elles sont tous enfermés ou du moins utilisés dans un, j'ai dit archétype, mais en fait pour moi c'est un stéréotype qui est toujours le même. Et si tu regardes en parallèle les rares femmes, on va dire dark skin qu'il y avait à l'époque, on va dire, elles représentaient quelque chose qui n'était pas du tout de ce ressort. Et au bout d'un moment, ça pose problème. On se dit, mais vous êtes en train de montrer quoi là sur ces femmes-là de la communauté? Ouais, mais je laisse les gens s'exprimer parce qu'après je Il y répondrai. a Zara qui est montée. Voilà, Zara, bonsoir. Salut Zara, ça fait. Bonsoir. Ah, je voulais mentionner un point. Mais Ah oui, vas-y Aïcha. Aïcha Excuse-nous. et après Vas-y, Zara. Aïcha. Oui, Désolé excuse-nous, Zara. Zara. Après, c'est toi. désolée, Zara. Pas de Je vais essayer problème, d'être. t'excuses pas, dis. Du coup, moi, je vais me concentrer surtout sur Hollywood parce que je me rappelle avoir lu une étude qui a été faite par le Gina Davis Institute sur les gender media et qui s'était focalisée notamment sur Hollywood, mais dans son sens large, que ce soit par rapport aux films, aux séries
si on se focalise que sur les films, l'étude, elle avait montré que parmi les women black leads, il y avait que 19% des femmes noires qui étaient considérées comme dark skin, ce qui est quand même assez criant. Et même si et si je sors de cette dernière décennie-là et que je m'attarde aux actrices actuelles, génération Z, type Zendaya, Yara, comment elle s'appelle l'autre là, Amanda Stenberg, combien de light skin ou biracial de ce type pour combien de brown skin ou dark skin telles que comment elle s'appelle celle qui jouait dans Blackish, Marseille. J'ai un doute. Tracy Non, Ellis Marseille Martin. Ah oui. En fait. Et même, il y a eu plusieurs. Moi, je pense à 2 polémiques où justement le choix des actrices ont été des actrices biracial ou light skin, employez le terme que vous voulez, alors que les histoires prêtaient justement à la mise en écran de femmes dark skin. Typiquement, très récemment, dans The Harder They Fall, ça a fait une grosse polémique. Il y a encore quelques années, c'était The Hate They Give Us. Non. The Hate You Give. The Hate You Give, exactly. Justement, qui est basé quand même sur l'adaptation d'un livre et où le personnage principal est une adolescente brown skin, dark skin, et on a privilégié une Amanda Stenberg. Donc, je sais pas, j'ai très hâte de t'entendre par rapport aux données chiffrées par rapport à l'industrie Hollywood à ce niveau-là, et que même si je m'attarde aux actrices brown skin qui ont été mises à l'écran dans les films, finalement, c'est toujours le même archétype, c'est toujours la même facette, c'est-à-dire celle qui souffre, celle qui est dans le trauma permanent ou celle qui struggle, au fait. Et quand tu vois les actrices light skin, il y a une plus grande diversité par rapport au profil mis à l'écran. Donc, est-ce qu'il y a un colorisme dans Hollywood? Aujourd'hui, j'en suis convaincue à 100%. Ok, je répondrai ensuite. Zara qui prend des notes. Zara, bonsoir. Ça fait plaisir de t'entendre, Zara. Ça fait longtemps que tu n'es pas venue parmi nous. De même. Je suis très contente d'être là. Vas-y, on t'écoute. Alors, en gros, je voulais parler d'un truc en 2 parties. L'aspect plus histoire européenne coloniale, c'est la classification des femmes noires par les colons. Et en fait, on a il y a ce stéréotype dans l'inconscient collectif qu'en fait les femmes noires au temps des colonies, c'était juste la Vénus noire. C'était juste Sartieu, Bartman. Sauf qu'en fait, ces connards avaient des classifications, en fait. Ils avaient des rankings. Et ils le faisaient, ils avaient 3 catégories. Ils avaient la N-word, la mulâtre et la peule. Et je trouve que c'est un truc assez important à prendre en considération après quand on voit dans le milieu de l'art comment après ça a impacté, quoi. Et donc en fait la N-word, c'était l'animalisation, le nez proéminent, les fesses proéminentes, les seins proéminents, et elle était vraiment le plus bas de l'échelle. Puis ensuite, tu avais la peule, qui en fait c'était souvent des Éthiopiennes, par exemple, grandes, fines, très fins, et donc en fait, qui avaient, selon leurs critères, des traits occidentaux, mais qui avaient le malheur d'être noires. Et la mulâtre, c'est comment peuvent être aussi belles, mais elles sont belles parce qu'elles ont une part blanche en elles, mais malgré tout, en fait, une part d'elles est noire
donc elle reste en fait impure. Et c'était la propagande coloniale envers les femmes noires. Et je trouve qu'en fait, ça a un lien avec, par exemple, vous avez cité Grace Jones, ou l'avènement en fait des modèles noirs sur les podiums de la haute couture. Ouais, mais là, tu nous parles de la mode. Là on est plus sur le cinéma, en fait. J'y viens. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, globalement, la haute couture a mis en avant ce que le stéréotype colonial appelait les peuls. Et après, tu regardes, tu vois, dans le milieu de l'industrie de la musique, tu vois en fait que c'est le stéréotype de la fille métisse, en fait, qui est souvent l'objet de désir. C'est Beyoncé, c'est Rihanna, c'est 3 points de suspension. Et le cinéma n'est pas dépourvu en fait de ces mêmes stéréotypes, parce que il y a vraiment ce truc de Viola Davis en fait dans How to Get Away with Murder. Elle joue un personnage politique, elle joue ce personnage quand elle enlève ses perruques, quand elle pleure, par rapport à sa couleur de peau, par rapport à son phénotype. Elle est vraiment une des rares personnes, une des rares actrices à avoir eu un rôle lead, parce qu'en fait Shonda Rhimes, si on reprend après par exemple son parcours, t'as Scandale, et là on parle en fait d'une meuf light skin aussi, et à la fois, enfin quand tu disais Simi, on est toujours le light skin de quelqu'un, mais en fait aux États-Unis il y a vraiment de one drop rule aussi. Oui, bien sûr. Qui a un impact, c'est qu'en fait, aux yeux des Blancs, c'est des Noirs. Exactement. Et en fait, les débats de light skin, dark skin se fait majoritairement dans la communauté afro-américaine. Dans la communauté afro-américaine, exactement. Mais c'est là où on voit encore cette inégalité des light skin face aux dark skin. Et pour moi, il y a vraiment un aspect du genre, parce que finalement, on voit bien que les hommes dark skin ont, en tout cas, au-delà de la statistique, mais dans une impression mainstream de consommation de cinéma qu'on a, on va avoir le sentiment de voir beaucoup plus de rôles lead d'hommes noirs, davantage dark skin, enfin toujours le light skin de quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire qu'en fait Denzel Washington il est light skin, tu vois. Exactement. Mais voilà quoi. En tout cas, il n'est pas métis, très clair. C'est pas un mulâtre, c'est pas un carteron. C'est ça. Et en fait, pour des femmes noires en rôle leader, c'est beaucoup moins le cas, en fait, beaucoup moins le cas dans l'aspect mainstream. Bien évidemment qu'on peut citer des cas, on peut se donner une liste de films et se dire mais non, ce film-là, mais il y a aussi ce truc d'ouverture au cinéma au-delà des films indépendants, au-delà des films niches qu'on peut se donner. Vraiment tout l'aspect de la pop culture inconsciente et collective. Désolée, c'était un peu long. Non, mais c'était intéressant. Françoise, tu veux réagir par rapport au débat avant que je réponde à tous ceux qui... Françoise, bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Simi, mais non, comme j'ai pris un peu en cours de route, j'avoue que j'ai pas envie de moi, je voulais rajouter une petite pièce dans la machine. C'est vrai que du coup, moi, j'ai l'impression quand même que du côté des hommes, en tout cas, ce light skin privilège, il est vraiment moins présent. Et en fait on a du coup moi je pense à deux comédiens qui ont joué un peu à la même période, Harry Belafonte et Sidney Poitier, et c'est vrai qu'on a vu très peu de mecs proches, on a vu plus de mecs proches de Sidney Poitier
en termes de carnation, jouer des rôles importants, où en fait on veut un noir, on veut entre guillemets un vrai noir, plutôt que des mecs avec la carnation de Harry Belafonte. On en a vu très peu. Il y a le mec là, j'ai oublié son nom, mais qu'on voit dans pas mal de films de Spike Lee là. Je sais pas si tu vois, qui joue, enfin qui est très clair de peau aussi là. Giancarlo Esposito. Non, l'autre qui jouait, je crois qu'il joue le fou, non, il joue un mec un peu handicapé dans Roger Governor-Smith. Ouais, lui, tu vois, j'ai jamais vu dans un rôle de titre, tu vois, un rôle leader et tout. Et c'est pourtant pas forcément un mauvais comédien. Et j'ai aussi en mémoire un témoignage comme celui de Yasmine Modestine en France, qui expliquait que en fait elle avait du mal à trouver des rôles. Bon, déjà quand t'es une femme noire c'est compliqué, mais elle disait qu'en gros en fait les réalisateurs ils cherchaient des femmes noires. Ils cherchaient pas elle, quoi, ils cherchaient des femmes noires, ils cherchaient des vraies femmes noires, et du coup elle avait du mal à avoir des rôles. Et dans le bouquin, l'ouvrage collectif là, La Noire n'est pas mon métier, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, ce côté où en fait quand on est métis, c'est pas évident, parce qu'il y a finalement il y a pas tant, en fait quand ils écrivent rarement des rôles de métis, quoi. Ils écrivent s'ils mettent une femme noire, déjà c'est pas forcément des rôles bien, mais en plus ils veulent du coup une femme noire, quoi. Voilà. Est-ce que je peux juste ajouter un tout petit truc, et je serai courte, hein, vraiment désolée. C'est aussi quels rôles en fait sont joués. Je pense que c'est important, parce qu'en fait il y a ce truc, y a-t-il un privilège light-skin, mais un privilège light-skin, on parlerait du privilège d'avoir un rôle lead, parce que il y a vraiment aussi ce gros problème dans les séries et dans les films de la meuf de transition, qui est souvent une meuf noire ou une meuf métisse, qui est vraiment le personnage principal, est fou amoureux d'une meuf blonde, elle est l'objet de ses désirs pendant toute la trame scénaristique, et puis après, comme il peut pas l'avoir, en fait, il va être avec soit une meuf asiatique, soit une meuf latino, soit avec une meuf noire, et puis après, en fait, il va retomber dans les bras du rôle lead, qui est une meuf blanche, blonde aux yeux bleus, et donc c'est quel rôle aussi elle joue. Exactement. Oui, mais ça c'est un autre problème, parce que ça concerne pas simplement les light skins, ça concerne les Afro-Américains en général, en fait. Ça concerne pas simplement les femmes noires, ça concerne aussi les hommes noirs. Je vais répondre, hein, parce que j'ai écouté toutes les interventions. J'ai remarqué que vous avez cité beaucoup dans les séries les personnages light skin, alors qu'il y a aussi dans les séries que vous avez cité des personnages dark skin. Il faut savoir que dans Le Prince de Bel-Air, quand même, la mère, tante Viviane, c'était une dark skin avant qu'elle se fasse remplacer, mais pas pour des questions de carnation, mais des embrouilles avec Will Smith. Après, en fait, il y a très peu de rôles en général pour les femmes noires, donc on n'en voit pas beaucoup depuis 40 ans. Ça a un petit peu évolué à partir de quand il y a eu la polémique de Oscar So White, mais si on regarde les films et les séries dans les années 80, 90, 2000, et après 2010, quand il y a eu Kerry Washington avec Scandale, vous avez parlé de Viola Davis, aujourd'hui Issa Rae, et aussi Regina King aussi, qui a émergé grâce aux séries. Quand on analyse les rôles et les films et les séries qui ont été attribués aux femmes, il n'y a pas eu tant de femmes light skin qui ont eu de rôles importants, en fait. Il n'y a pas eu tant de métisses qui ont eu des rôles importants dans les films et les séries, et je pense que, comme je le disais au début, c'est beaucoup de vos ressentis, en fait. Parce que quand tu analyses dans les années 80, déjà il n'y avait que le Cosby Show qui était populaire. Donc Cosby Show, bien sûr, il y a Denise qui est light skin, il y a sa grande sœur aussi qui est light skin, il y a la petite là, je me rappelle plus de l'actrice qui est dark skin. Alors après, je sais pas, Claire Extable, est-ce qu'elle est dark skin, light skin? Comme je l'ai dit, on est toujours le light skin des quelqu'un. Quand il y a Campus Show, c'est partagé. Campus Show, quand vous regardez les actrices qui sont dans Campus Show, c'est un mélange. Quand on arrive dans les années 90, vous citez Le Prince de Bel-Air, mais il y a une autre série qui a inspiré Friends, Living Single. C'est kiff-kiff, c'est 50-50, mais je pense qu'il y a plus de dark skin que
que de light skin. Je sais pas, Samba, tu cites Moïcha. Moi, je considère pas que Brandy c'est une light skin. Et quand tu regardes aussi, elle est pas dark skin non plus, tu vois. Non, mais comme je te l'ai dit, on est toujours le light skin de quelqu'un. Donc, moi, on peut me considérer que je suis un light skin aussi. Donc voilà, par rapport à toi, par exemple, Samba. Et puis il y a des noirs qui sont plus foncés que toi. De manière générale, tu vois, même. Donc voilà. Et dans le cinéma, dans les années 90, à part Libéry, light skin, il y avait qui? Il y avait Alberi. Et on peut mettre Jada Pinkett. On peut mettre aussi qui? Tu vois, je cherche, hein. Parce que moi, des dark skins qui ont eu des rôles importants dans les films dans les années 90, et c'est au moment où émerge le cinéma, principalement le cinéma afro-américain émerge dans les années 90, et ben c'est là qu'émergent les Angela Bassett, les Viola Davis, les Teresa Randall, les Regina King, les Vivica A. Fox, les Kimberly Elise. Dans les années 80, c'est là qu'émerge aussi au cinéma Oprah Winfrey, qu'émerge aussi Whoopi Goldberg, qu'émerge plein d'actrices dark skin dans les films, même ce qui se traduit aussi au niveau des récompenses. Ça continue un petit peu dans les années 2000, ça continue aussi un peu dans les années 2010, mais là, dans les années 2020, parce que vous me citez la nouvelle génération, je ne sais pas qui, si c'est Aïcha qui me citait... ou alors c'est Sony qui me citait Zendaya, qui me citait Amanda Sternberg, mais il y a le contrepoids en fait. Il y a des jeunes actrices afro-américaines, je peux te citer Kiki Lane, je peux te citer Adjo Naomi King, je peux te citer Deborah Oyorinde, je peux te citer Tuso Mbendu, je peux te citer plein d'actrices noires qui arrivent dans les séries et des films. Et si tu fais en termes de nombre en fait, et en termes de entre guillemets de rôle important, et en termes de récompenses, il y a plus de rôles pour les dark skins au cinéma et en série que pour les light skins. Quand on reprend ces 40 dernières années, quand tu analyses les films et les séries, les succès qu'ont plus certains films et certaines séries, et les récompenses, on récompense plus un personnage comme dark skin que light skin. Il n'y a qu'à voir le nombre de femmes noires depuis Alberi, qui est la seule métisse qui a eu un Oscar en 2002 jusqu'à aujourd'hui. Tout le reste, c'est que des femmes noires dark skin qui ont eu des récompenses aux Oscars. Non, il y a Dorothée Dandridge qui a eu un Oscar. Je te parle depuis 2002. Non, Dorothée Dandridge n'a pas eu d'Oscar. Elle a été nominée. Elle n'a pas eu d'Oscar. Dorothée Dandridge n'a pas eu d'Oscar pour Carmen. Elle a été nominée. Donc voilà. Après, oui, vous avez vos ressentis, je l'accepte. Mais dans les faits, je parle uniquement au cinéma. Hein. Dans la mode, comme l'a précisé Zara, ou dans la publicité, ou même dans les clips vidéo, je serais d'accord qu'il y a un privilège light skin. Mais dans le cinéma, quand on analyse les faits, les films et les séries, ce n'est pas le cas en fait. Mais est-ce qu'en fait, s'il y a des statistiques qui doivent être faites, est-ce qu'en fait, il n'y a pas des critères à mettre, par exemple, quel est le budget du film? Est-ce qu'il est vendu à l'international? Le nombre de copies en salle? Tu vois, en fait, c'est ça, en fait, notre ressenti, il vient d'un truc quand même, c'est la visibilité ou l'accès, en fait, à certaines œuvres. Et donc, je me demande si c'est pas des choses aussi à considérer. Ouais, parce que quand tu vois quelqu'un comme Tessa Thompson, bah, c'est elle qui va prendre les très très gros rôles aujourd'hui de femmes noires dans les films, tu vois. Et Tessa Thompson, quand vous regardez sa filmographie, vous remarquez qu'elle n'est jamais en lead dans un film, elle est toujours la meuf d'eux ou la copine d'eux, en fait. Dans Creed, c'est dans les gros films, parce que y a des films oui, dans Creed, c'est la compagne de Michael B. Jordan. Dans Sorry to Bother You, c'est la petite amie de Lakeith Stanfield. Dans Dear White People, c'est un groupe. C'est pas un très gros profil, Dear White People. Mais, mais Thor Ragnarok, elle est un personnage parmi d'autres. Men in Black International, elle est, on peut dire à la rigueur que c'est peut-être son film où elle se distingue le plus avec Chris Hemsworth. Mais sinon, des très grosses prods où finalement il n'y a pas beaucoup de femmes noires et c'est elle qui est là, tu vois. Mais c'est un bon agent, c'est tout.
Comment? Elle a un bon agent. Mais regarde par exemple Regina King qui fait Watchmen dans la série. Tu vois, c'est intéressant Regina King parce que Regina King c'était une actrice noire qui jouait les mêmes rôles à peu près comme Tessa Thompson. Regina King, elle a Ennemi d'État avec Will Smith, Jerry Maguire avec Tom Cruise. Tu vois, elle a fait des grosses productions. Mais après, elle a émergé plus dans les séries. On lui a donné des rôles importants. Elle a même eu une série, elle est en lead, Watchmen. Maintenant, elle réalise son premier film, One Night in Miami. Donc, tu vois, Samba. Oui, vas-y, Sonny. Est-ce que c'est pas intéressant aussi de creuser et de se demander aussi comment dans le catalogue hollywoodien ces actrices sont utilisées, parce que quel rôle on leur donne? Zara pose une vraie question. Je vais donner un exemple tout simple, hein. Et c'est pas pour dénigrer son talent, parce que je trouve que c'est une actrice qui est bourrée de talent et qui représente l'avenir du cinéma américain. Je vais prendre l'exemple de Zendaya. Oui. Zendaya, elle est à la place où elle doit être, et elle a la considération qu'elle mérite. On peut pas lui enlever, mais je sais pas, hein, c'est plus fort que moi. Quand je me dis que Zendaya, ils ont osé la mettre pour une question peut-être, je sais pas, d'inclusion ou de préparer une forme de tolérance. Par exemple, Zendaya, quand même, c'est devenu la copine de Spider-Man. C'est pas rien, hein. Oui, mais elle était déjà là dans le premier Spider-Man quand c'était Tom Holland qui a fait le premier Spider-Man. Je me rappelle. Ouais, mais c'était déjà un débat. Parce que ils avaient dit qu'elle s'appelle MJ et les fans, on voit tout de suite, il y a certains fans où ouais, mais MJ elle est pas noire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire et tout. Bref, et tu vois par exemple Dune où ils ont vendu carrément l'univers autour de sa présence. Tu vois la bande. J'ai pas vu le film. Non mais tu vois, pardon. Oui. Elle apparaît 4 minutes à l'écran. Hein, bon, tu vois. Il y a un questionnement où on se dit, en fait, Zendaya, ça passe. Par exemple, je pense que l'exemple de Zendaya, c'est quelqu'un qui a commencé chez Disney. Je pense que c'est plus en termes de followers et d'image qu'elle impacte plus par rapport au rôle qu'elle a. Donc au cinéma, c'est très récent, hein, Zendaya. Et vous remarquez que c'est surtout la série Euphoria qui l'a fait vraiment. Qui booste sa carrière. Parce qu'au cinéma, ça commence véritablement que cette année avec Malcolm et Marie, et puis après, ça a enchaîné. Et vous remarquez qu'au cinéma, elle n'est pas encore actrice lead. Elle est toujours accompagnée soit d'un groupe, soit c'est la petite amie de quelqu'un. Mais moi, je te pose la question frontalement. Oui. Frontalement. Oui. Est-ce que tu penses que Disney aurait eu l'audace de mettre une actrice dark skin en copine de Spider-Man? Déjà, Spider-Man, c'est pas Disney, c'est Sony Pictures, tu vois, parce que c'est Sony qui a les droits sur Spider-Man. Après, je peux pas répondre à ça, puisque elle est quand même, avant d'apparaître chez Spider-Man, c'était quelqu'un qui était connu. C'est entre guillemets, c'est comme une influenceuse, Zendaya. C'est quand même quelqu'un qui est très porté sur la mode, elle est très... l'industrie de la mode aime beaucoup Zendaya avec son corps filiforme et tout ça, donc il y a aussi ça qui joue aussi au fait. Après, je peux pas te dire. Oui, mais on parle quand même de Marvel. Marvel n'a pas besoin l'univers de Marvel n'a pas besoin d'influenceurs pour leur. Non, mais après, quand elle apparaît dans le premier Spider-Man, c'est pas vraiment sa copine. Faut savoir qu'il y a une autre actrice qui s'appelle Laura Harrier là, qui a joué dans Black Landsman, la métisse. C'est elle la copine de Tom Holland dans le premier Spider-Man qui apparaît Tom Holland. Zendaya, elle est amie avec c'est des camarades de classe en fait. C'est le deuxième Spider-Man avec Tom Holland qui sortent ensemble. Dans le premier, ils sortent pas ensemble. C'est surtout le deuxième. Après, Zendaya, depuis le début, quand tu passes chez Disney, c'est la sélection de Disney, hein. Après, c'est Disney qu'ils auraient pu prendre une dark skin, mais à partir du moment où tu passes chez Disney, et Zendaya avait sa série chez Disney qui a cartonné, eh ben, t'es promis, enfin, c'est une rampe de lancement pour ta carrière à Hollywood. Mais pour moi, Zendaya, c'est une exception, en fait.
J'ai une petite question, juste pour... c'est Sony qui vient de parler sur Zendaya. Mais du coup, juste Sony, pour comprendre ton point, ça veut dire qu'on doit invisibiliser les métis, en fait, c'est ça? C'est de se dire que Non, chaque fois qu'on veut mettre en avant une métisse ou une actrice qui soit claire de peau, il faudrait finalement systématiquement qu'on ne la prenne pas et qu'on prenne une femme plus foncée de peau. Est-ce que c'est ça l'idée que tu avais en tête en fait quand tu dis ça? Non, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis persuadé que à l'heure actuelle, Disney et Sony, qui on veut, parce qu'ils s'arrangent en fait. Hein. Spider-Man, c'est un emprunt. Ils ont prêté, il appartient à Sony, ils l'ont prêté à Disney. Je pense que le studio n'est pas encore prêt à mettre en avant. En fait, s'ils font ça, ils vont faire ça bien. Par exemple, Lupita Nyong'o, qui est la compagne de Black Panther, ça passe parce que c'est la compagne de Black Panther. Moi, pour moi, j'ai mon avis là-dessus. Je me mens même pas. Ils oseront jamais faire une intrigue où il y a une idylle entre Thor et Lupita Nyong'o. Je le dis comme ça. C'est vrai que c'est pas, enfin, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là, c'est vrai. Mais c'est intéressant de parler de Disney et d'où vient Zendaya, parce que Zendaya, donc, elle faisait la série Shake It Up sur Disney Channel. Et je pense qu'à la même période, t'avais une série avec une meuf qui est plus foncée qu'elle, qui s'appelle China Anne McClain. Et en fait, elle était rôle lead. Mais vous voyez, enfin, elles sont plus dark skin que Zendaya, mais c'est comme Raven, quoi, phénomène Raven. La source, c'est Disney. Ils vont les chercher très jeunes et après, ils les brandent sur 10 ans, 15 ans. Ils ont des contrats très très longs. Mais moi, je me dis, il y a aussi un problème de branding initial. En fait, China Anne McClain, je sais pas ce qu'elle fait depuis. Peut-être que je me trompe. Je crois là, j'ai Google rapidement. Elle a joué dans Descendants. Non, mais... Voilà, quoi. Donc en gros... bon exemple pour China, mais ouais, elle est retournée dans la religion. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je rigole par rapport à ta vanne, mais en fait, c'est super triste parce qu'elle avait un rôle... Elle a un rôle lead. Elle a 15 ans, 14 ans au moment où elle fait donc cette série sur Disney Channel. Là, depuis, on sait plus qu'est-ce qu'elle fait. J'ai envie de savoir, qu'est-ce qu'elle fait maintenant, et j'aimerais bien la revoir. Et pareil pour Phénomène Raven. En fait, déjà, ils considèrent que c'est un risky choice pour le jeune public. D'identification pour un jeune public où on est vraiment genre en mode colorblind, on est dans un lycée où t'as un groupe d'amis Benetton et tout. Donc en fait, moi je me dis que c'est à la source. Pour moi, c'est la source au moment où ils font des castings très jeunes, des baby acteurs comme ça, que y a déjà la discrimination qui va impacter après tout le reste de la carrière. Ils prennent davantage des light skin. Ouais, enfin, les faits te donnent pas forcément raison. Disney Channel, Nickelodeon, qu'est-ce qu'ils avaient qui était si Keke Palmer. Ah mais par rapport à Disney, ah oui d'accord. Ah oui. Par rapport à Disney, mais dans l'industrie cinématographique en général. Ah oui non, je parlais de Disney. C'est l'exception en fait. Moi je pense juste sur Nickelodeon, il y avait une série, c'était une meuf c'était Keke Palmer. Et Keke Palmer, je pense qu'elle chantait, et maintenant, je sais pas du tout ce qu'elle fait. Elle tourne. Ah, ok. Elle tourne des films. Ok, tant mieux pour elle. Elle est dans le prochain Jordan Peele. Top, trop bien. Merci pour la news. Elle est présentatrice. Ouais, elle tourne, Keke Palmer, elle tourne. Ouais, et puis il faut voir aussi ce que va donner la suite de la carrière de celle qui va jouer la petite sirène, là. Je sais plus, c'est Chloé, la petite, là, j'ai oublié son nom. Chloé Bailey. Voilà, donc peut-être que ça va aussi être quelqu'un qui va contrebalancer un peu. Il y a Léo qui est monté. Léo, rapidement, je vais bien donner ton avis, parce que c'est vrai que là, ça fait à peu près une heure et demie, moment, donc on va bientôt clôturer. Normalement, on clôture avant, mais comme il y a de l'engouement, j'ai laissé. Il y a de l'engouement, on est obligé de conclure. Vas-y, Léo. Vas-y, Léo. Je vais être rapide, mais je vais juste rebondir sur des propos parce que j'ai arrivé un peu en retard, mais
par rapport au choix des actrices, c'est vrai que Disney a une longue liste en vrai de actrices. Il n'y a pas que China, mais la liste est assez longue quand même sur le nombre d'actrices qu'elles ont pu prendre pour pas mal de séries notamment, parce que sur les séries ils y allaient un peu plus loin que les films, parce que les films, on a eu un vrai travail qui a dû être fait d'année en année pour pas se retrouver avec des personnages qui représentent des animaux. Mais en tout cas, par rapport à China, elle a fait une série de super-héros. Donc, elle n'est pas partie très loin non plus, Black Lightning. Donc, elle a continué un peu dans les mêmes vagues que Zendaya et un peu le même parcours. Zendaya a été sélectionnée par rapport à, c'était Shake It Up, et c'était par rapport à la danse, c'était vraiment une danseuse assez hors pair, parce qu'elle était déjà assez connue sur les réseaux, notamment YouTube, et elle a été repérée notamment là-dessus. Mais en tout cas, par rapport aux métis notamment, qui sont très présents maintenant, ils sont même majoritaires, ma grosse question, c'est en fait l'exotisation qui est posée sur ces jeunes femmes métisses, où on les sexualise énormément, mais d'une manière assez en mode on les met on cherche cette mixité, mais pour amener la mixité en fait. Et en fait on mélange le propos, en fait on mélange mixité et le mot métis, parce que dans la tête de beaucoup, j'ai l'impression, en fait j'ai eu pas mal de discussions avec des personnes autour de moi dans le monde du cinéma, j'ai l'impression que mixité dans leur tête veut dire blanc métis très souvent, et même pas c'est-à-dire même pas une femme noire de couleur de peau foncée, mais de couleur de peau claire. C'est-à-dire, en gros, il y a un vrai blanchiment des imaginaires qui est fait, en fait, dans leur tête, en fait, par rapport aux personnages. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont issus eux-mêmes d'une famille mixte. En fait, c'est mixité sur mixité sur mixité. Et en fait, à la fin, en fait, ça donne ce genre de choix de personnage qui est vraiment très problématique. Et c'est pour ça qu'il faut déconstruire notamment que une personne métisse n'est pas forcément issue d'un parent blanc et d'un parent noir. Enfin, il y a vraiment une déconstruction à faire sur le mot métis, qui est en train d'être fait même dans la communauté noire, et à faire du côté du cinéma. Parce que même là, il y a un vrai travail. Voilà. Merci de ton propos, Léo. Samba. Ah, pardon. Désolé. Je pense qu'on va terminer là, à moins qu'il y ait une dernière proposition dans le stage. Non, donc on va passer à l'actu des sorties ciné en Europe et en Afrique. Simi ? Ouais, j'ai eu la chance de voir le film Twist à Bamako de Robert Guédiguian avec Stéphane Bach et Duke Coma. C'est un film qui sort le 5 janvier. C'est assez intéressant, je vous conseille d'aller le voir. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Et peut-être qu'on en fera une room sur ce film-là ou avec l'un des comédiens. Donc ça sort le 5 janvier, Twist à Bamako de Robert Guédiguian. Et il y a toujours en salle aussi Lydie, les liens sacrés de Mahamat Saleh Haroun. Donc voilà, toujours aussi dans les salles, il faut soutenir le cinéma afro. Toi, Samba. Donc je rajouterais 2 sorties ciné du 5 janvier. Donc on a Traversée de Joël Akafou et on a Résidu de Meriwa Guerima. Voilà. Ok, donc c'était la dernière room de l'année, Samba. C'est ça, après une année 2021 chargée. D'ailleurs, on est apparu sur ce réseau social en 2021. Donc, en mars, ça fera 1 an. Mars 2022, ça fera
Ça fera 1 an qu'on est sur Clubhouse et que le ciné-club afro existe. Avec une vingtaine de rooms, vingtaine de débats. 24, là c'est la 24e room. 24 polémiques lancées par Essimi Mévégué. Non, moi je pose les débats, c'est intéressant, les interventions sont très enrichissantes et puis voilà, c'est toujours très intéressant de parler cinéma et à travers du cinéma parler de la société. On vous remercie d'être fidèle à la room, notamment Céline, Atisso, Françoise et les autres et les nouveaux venus. Voilà, et donc on vous donne rendez-vous le 13 janvier. Le 13 janvier à 19h30. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram pour avoir des infos. On mettra aussi on fera notre bilan de l'année sur notre page Instagram, les personnalités afro qui ont marqué l'année 2021 au cinéma et les films et les séries aussi qui ont marqué l'année 2021 au cinéma. Donc la prochaine room, Samba, c'est le 13 janvier. Il y a aussi la playlist sur Spotify. Exactement, notre playlist de la saison 1. Toujours sur Spotify, vous pouvez écouter les titres des films dont on a parlé au Ciné Club Afro. Donc, comme je le disais, la prochaine room, c'est le jeudi 13 janvier à 19h30 et on va parler de la série Insecure de Issa Rae. Donc voilà, et on va s'interroger, est-ce que c'est une série culte ou c'est une série qui est surcotée? Donc voilà, encore des débats qui vont être encore vifs, des polémiques. Passez de bonnes fêtes, reposez-vous, allez au cinéma et on se retrouve le 13 janvier à 19h30. Et comme dirait l'autre, vive le cinéma. À bientôt tout le monde, passez des bonnes fêtes. Merci beaucoup. Bonne fête. Et à l'année prochaine. Au revoir à tous et bonne fête de fin d'année. Ciao. À l'année prochaine. Au revoir tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur 2 à 19h30.